il y a d'importants départs. On en a cité déjà 2, plus le coach. Ça risque, et puis on n'a même pas mis le banc des remplaçants, il risque d'y avoir vraiment beaucoup de joueurs qui quittent le navire à l'intersaison. Vous êtes le moins inquiet autour de cette table, Grégory Hacher. On se dit quand même que si Lille perd ses meilleurs joueurs, et puis là en plus il n'est pas dit du tout que Yilmaz par exemple ne parte pas, et son entraîneur, ça risque d'être compliqué quand même. Alors, il n'est pas dit qu'il parte non plus. Moi je vais voir ça comme ça. Je suis le plus optimiste régulièrement d'ailleurs, mais parfois ça me porte tort. Mais là, moi je trouve qu'il y a quand même encore une colonne vertébrale. Il va falloir trouver, il y a 2 choses. Il va falloir trouver un très bon coach. Voilà, ça va être. Je pense que le remplacement de Galtier va être la chose la plus difficile. Oui, mais trouver un coach qui soit français ou étranger, qui a un peu d'expérience de Ligue des Champions, qui a déjà fait des compétitions européennes ou qui a été top 4 ou top 5 dans des championnats, ça doit se trouver encore sur le marché. Un nom. Pour vous faire plaisir, vous savez qui je vais vous sortir. Moi, je pense qu'un retour de Laurent Blanc serait pas si nul que ça. Mais après, il y a voilà, c'est le nom le plus médiatique, mais il y en a d'autres forcément. Il y a quand même une colonne. Si vous gardez quand même, alors Jonathan David est encore très jeune, il a été très efficace. C'est un gros transfert lillois, peut-être même le plus gros, donc vous allez le garder. Benjamin André, c'est le milieu de terrain indispensable. Vous allez sans doute renégocier pour garder Fonté, donc derrière c'est plutôt pas mal. Donc après, évidemment, Campos va manquer pour trouver les coups, mais vous avez quand même des joueurs solides. Vous avez encore des joueurs sur le banc qui peuvent devenir titulaires. On a vu que c'est une équipe où il y a eu beaucoup de rotation, pas qu'en attaque. Donc, surtout, et puis je termine avec le niveau de la Ligue 1. Il y a un moment, s'il y a des incertitudes à Lille, il y aura aussi des incertitudes ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une carte à jouer. Le plus compliqué, ça va être le calendrier et le choix du coach. Après, cet effectif-là, bien renforcé avec une partie des cadres qui restent, peut encore jouer top 5 tous les jours. En tout cas, on va être curieux, voir comment Olivier Létang va gérer jusqu'à cela ses départs. Parce que ces dernières saisons, chaque saison, cette équipe du LOSC, elle a été pillée. Souvenez-vous, la saison dernière, on perdait Victor Osimhen qui marquait but sur but du côté du LOSC. Gabriel qui est un défenseur central déterminant dans l'équipe. Il y a 2 saisons, il perdait Pépé, Raphaël Leao, Thiago Mendes, Koné, El Ghazi. Et puis la saison d'avant, encore des joueurs importants. Mais à chaque fois, ils ont su rebondir. D'ailleurs, la saison dernière, Campos fait venir Jonathan David, Sven Botman ou encore Yilmaz. Donc la saison dernière, ils ont su le faire. En tout cas, en début de saison, ils ont su le faire. Là, la question, c'est qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, et c'est ce que vous disiez, Benoît, comment Olivier Létang va gérer le mercato, alors qu'on sait qu'en plus, Lille a encore un lourd déficit. Donc Lille est obligé de vendre. Là, il va quand même falloir, activer ses méninges pour réussir à trouver des joueurs pas chers et qui peuvent avoir le niveau d'un champion de France tout de suite, quoi. Non, c'est certain. Après, il va y avoir des retombées économiques aussi avec ce titre de champion de France, la Champions League. Donc ça va ramener aussi des liquidités. Il y a déjà des ventes qui ont été faites. Je ne suis pas persuadé que Lille va vendre quasiment la moitié de ses joueurs. Lorsqu'on annonce Ikoné et Bamba, il y en a peut-être un sur 2. Lorsqu'on annonce Reynildo et Selic, il y en aura peut-être 1 sur 2, mais pas les 4. C'est impossible. Après, forcément, l'après-titre est toujours compliqué. Pour un club comme Lille, ou ça avait été le cas aussi pour Montpellier, c'est pas le Paris Saint-Germain qui ont des ressources financières incroyables. Donc forcément, l'Étang sera entre guillemets pisté à la loupe pour voir un petit peu comment il va gérer tout ça, comment son réseau de recrutement va fonctionner. Comme l'a dit Greg, il va y avoir aussi un coach important à gérer. Puis l'année prochaine, il y a aussi la Champions League à jouer, plus la Ligue 1. Donc je pense que Lille, si l'année prochaine, honnêtement, ils finissent dans les 4 premiers, je pense que ce sera une belle saison. Il ne faut pas se voiler la face. Et puis, mais comme l'a dit Greg aussi, je le rejoins, il y a la colonne vertébrale qui reste. On n'annonce pas quand même Botman en partance. Fonté, Botman, si ça reste. Yilmaz, David, si ça reste aussi. Benjamin André, qui est le capitaine et qui est très important. On l'a vu lors de son discours sur le dernier match, qui était assez poignant et qui était incroyable. Voilà, je pense que si la colonne vertébrale reste, pourquoi pas faire une belle saison l'année prochaine? Alors, il y en a un qui reste pas, hein, ça c'est sûr, c'est Christophe Galtier, il l'a annoncé hier. Et Raphaël, vous avez listé quelques successeurs. Oui, alors, évidemment, c'est de la fiction. C'est de la fiction, parce que si je vous écoute tous autour de la table, on veut un entraîneur expérimenté, un entraîneur pour aller au combat, etc. Bon, il y en a commence à y en avoir sur le marché, mais bon, il faut quand même être raisonnable. Alors, il y a Laurent Blanc, mais il n'est pas vraiment sur le marché. Il y a Sabri Lamouchi et Patrick Vieira, les deux sont disponibles. Ils ont déjà eu une expérience en Ligue 1. Après, il y a Peter Bosz, pourquoi pas Thiago Motta, qui pourquoi pas pourrait faire ses débuts en Ligue 1, et puis Lucien Favre qui avait fait du très très bon boulot à Nice et aussi au Borussia Dortmund avant de partir. Alors, il y aurait eu Julien Stéphan aussi peut-être, mais c'est vrai qu'avec Olivier Létang, c'est peut-être un peu, malheureusement, un petit peu compliqué pour lui, mais c'est dommage parce que Julien Stéphan aurait pu faire un bon entraîneur pour Lille. On le voit ailleurs, Stéphan. Oui, à Lyon.
Par exemple. Voilà, bah, écoutez, on en parlera après. Voilà. Juste Dominique, est-ce que vous pensez, vous, que s'il y a une grande braderie voilà, à Lille, avec le départ de Galtier, le départ quand même déjà de 2 joueurs cadres, Soumaré et Maignan, est-ce que Lille peut à nouveau briller le titre la saison prochaine? Ce qui est terrible, c'est que la réussite de Lille tenait, il y avait un vrai socle, C'est ça. formé par la trilogie Lopez, Campos et Galtier. Cette trilogie explose. Bah oui. Alors déjà, première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, je crois qu'on a... Je pense qu'on a la... On n'a pas le vouloir, mais on a peut-être le tort de chipper le bonheur de toute une ville. Ouais. Toute une ville qui était en transe il y a encore quelques heures. Et aujourd'hui, on se pose la question, l'avenir de Lille, ça va être une cata. Moi, ce que je souhaite simplement, c'est que Lille ne fasse pas une Monaco 2017. Parce que souvenez-vous... C'est un peu notre crainte. Le titre, c'est un peu notre crainte, Eh oui. oui. Mais souvenez-vous, Monaco en 2017... On voyait un avenir formidable à cette équipe monégasque qui a explosé littéralement en plein vol. Et les 2 saisons qui ont suivi le titre ont été juste épouvantables. Ouais. Pour le reste, on a tout dit, Mélissande l'a dit, le départ de Campos, c'est terrible. Pour moi, c'est le départ de Galtier, évidemment, remplacé par qui on le saura, à mon avis, bientôt. Tu aurais pu mettre dans la liste, mais bien il est. Il n'y avait pris plus de par place une dans le tableau. sélection. Ah, pardon. Il y en a un qui habite toujours à Lille, hein, enfin dans la région, hein, qui est Qui Baïd. Ah, Il a toujours qui a sa déjà maison été à coach Marseille. de- Mais du d'accord, LOSC. mais enfin, non, mais Bah, Dominique, attends. non, mais on adore Vaïd. Tu veux un entraîneur Non, expérimenté non, mais et un d'accord, on entraîneur adore à Vaïd, mais poigne. enfin Dominique, c'est pas Vous possible. auriez pu mettre Vous David savez Guillon très bien que c'est aussi. pas possible. Oui. C'est pas Non, mais Guillaume. vous le Oui, savez bien quand sûr. même. Non, moi ce qui m'étonne, pour en finir avec Lille, non, je le sais quoi. Mais non, mais enfin, Lille, qui est champion, va pas aller chercher Vaïd El Lodic en vrai. Mais bah, même, encore une fois. C'est le banc, là. Ils vont non chercher Thiago Motta. Bah non, mais ça c'est Raphaël, ça c'est pas moi. Enfin, écoutez, ça c'est pas mon choix. Mais c'est quand même Non, tout moi, crédit ce qu'ils qui aillent chercher m'étonne le simplement, rebond, oui. c'est Maignan, voilà, vendu 15 millions d'euros. Serait vendu 15 oui, 15 millions Mais il lui d'euros et restait 20 qu'un an. millions Alors, Boubakary Soumaré. Il lui restait qu'un an. Oui, c'est étonnant quand même. Rennes a vendu Mendy à Chelsea pour 30 millions d'euros. Il n'y a peut-être pas eu le C'est nombre pas de le même même nombre d'années. d'année. Il y a eu le Covid entre-temps. tout Voilà, ça, d'accord. voilà. ok. Je trouve ça étonnant, quoi. Et il y a- Je pense que Maignan valait. Et plus juste, bah Vaïd, oui, il est mais sélectionneur du Maroc, que hein, il 15 n'est pas millions disponible. d'euros. hein. Voilà, Mais tout le monde est d'accord, mais s'il lui restait qu'un an de contrat, vous voulez C'est faire l'année quoi de contrat. oui. C'est l'offre allemande, c'est sur les transferts, Dominique, hein, c'est assez logique, oui. Thibaut Vézirian, est-ce qu'on a peur pour Lille sur les réseaux sociaux? C'est le mot grande braderie qui est un des plus relayés ouais. sur les réseaux sociaux. Alors ça Ouais, concerne le c'est un peu LOSC. cliché, en Il vrai. y a notre camarade Olivier Bossard qui le dit. Quand tu es un entraîneur confirmé, est-ce que tu vas à Lille avec la grande braderie annoncée, en effet? Alors certes, tu pourras faire venir certains de tes joueurs, mais en même temps, ça risque d'être une mission archi compliquée. En dehors de ça, il y aura la Ligue des Champions, bien sûr, à jouer. Alors on nous dit ils ont perdu 3 éléments clés. D'ores et déjà, Galtier, Maignan, Soumaré du côté de Leicester. Ça fait peur aux supporters lillois, vraiment. Alors ils se contentent pour l'instant de fêter le titre, de remercier Galtier pour ses brillantes 4 saisons à leur côté. D'un autre côté, ils se disent aussi que même à ce moment-là, on continuait de chanter pour Lille. Alors c'est pas parce qu'on écrit grande braderie en majuscule sur Twitter qu'on va bégayer. Qu'est-ce que c'était ce moment-là? C'est quand Depréville est rentré pour être gardien de but dans un match à 10 contre 11 face à Strasbourg. Donc voilà, ils essayent un petit peu de se donner le moral. Ils viennent d'être champions quand même. Ils nous disent même qu'ils ont existé sans Campos, sans Galtier. Comme chaque été, des joueurs vont partir, mais une belle ossature va rester. Persuadé que Botman, André ou David allaient rester. Je me rappelle d'une saison où on finit 3e avec René Girard. Les vraies saisons galères à Lille, c'est de ne pas jouer le top 6. Donc voilà, s'ils sont dans le top 5, les Lillois, ils en seront déjà ravis. À se demander, en tout cas, pour les détracteurs, si Lille arrivera vraiment à inscrire un point en Ligue des Champions en mode OM. Là, c'est la grande peur parce qu'ils seront tête de série, certes, mais en attendant, voir Lille avec un effectif décimé en Ligue des Champions, ça fait peur, en tout cas aux supporters extérieurs à ceux du LOSC. On crée une saison galère pour les nordistes, nous dit-on. Ça ne jouera pas la victoire, mais peut-être quand même le top 4 ou 5, disent-ils. Lille a déjà développé un très bon réseau de recrutement, même sans Campos auparavant. À l'arrivée, beaucoup de peur, en tout cas pour le coefficient UEFA français. Bonjour, la sixième place. Allez, dans un instant, on revient sur le clash, bien sûr, à l'Olympique Lyonnais entre Rudy Garcia et Juninho. Juninho qui a répondu à l'ancien entraîneur lyonnais il y a quelques minutes. On vous dit tout dans un instant. Et puis, surtout, ne ratez pas la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Pierre-Antoine Damecourt qui a fait un festival. Aujourd'hui, il a été relayé par les télés du monde entier. On vous raconte ça juste après cette courte pause. À tout de suite. Est-ce qu'il y a une information à retenir dans tous ces propos ? Oui, Estelle, je trouve qu'il y a un thème qui est intéressant et qui, je sais,
préoccupe, enfin, en tout cas est un sujet vraiment de réflexion de la part de Didier Deschamps et de son staff. C'est cette liste, vous le savez, donc de 26 joueurs et qui est réduite à 23 pour les feuilles de match. Ça veut dire que à chaque rencontre, on espère le plus possible, 3 joueurs vont se retrouver sur le carreau et seront en tribune, ce qui est toujours, il y a des anciens joueurs sur votre plateau, un peu humiliant, même si chez Gono Tremoulias c'était toujours dans le groupe, mais c'est difficile à vivre et encore plus sur un temps assez long. Et Didier Deschamps ne sait pas encore exactement si ce seront les 3 mêmes qui seront hors du groupe dans toute la compétition ou s'il y aura une adaptation au fur et à mesure des matchs. Il a été interrogé là-dessus et on peut écouter justement le sélectionneur là-dessus sur cette gestion des 3 joueurs qui seront en dehors du groupe les jours du match. Je sais très bien, et c'est valable dans chaque compétition, pour chaque équipe, qu'il y en a qui joueront peu et il y en a qui joueront pas. Avec 26, ça amène à en mettre 3 en tribune. J'ai pas pris sincèrement de décision aujourd'hui. J'ai plusieurs options, qui a des avantages d'un côté et des inconvénients. Enfin, des objectifs importants pour moi et mon staff, et ça a été valable sur les 3 dernières compétitions que nous avons eu à faire, c'est de perdre personne. Donc évidemment, c'est beaucoup de discussions et plus avec les joueurs qui jouent peu ou pas. Non mais on va pas commencer à faire les joueurs en tribune là en fait. Ah si, on fait ça. Allez, on fait J'adore ça, ce débat. on fait ça. Mais on peut pas. pourquoi On peut pas, parce que j'ai la réponse de Juninho à Garcia et ça vous allez adorer cette réponse. Juste avant, Thibaut, un cadeau à gagner. Et oui, il est là, monumental. C'est quoi? C'est la Je une m'en de rappelle. l'équipe suite à la victoire des Bleus à l'Euro 2000. Et en effet, on a fait gagner chaque jour un gagnant sur le compte Twitter de l'équipe d'Estelle, puisque cette une et ce journal sera disponible samedi aussi avec l'équipe. Si vous préférez l'acheter plutôt que de le gagner, c'est possible. J'avais 24 ans, quelle folie. Bon, On avait 24 ans, passons à autre chose tout de suite. ouais. Évidemment. On va donc dans un instant, bien sûr, parler de Lyon. Voilà, la réponse de Juninho à Rudy Garcia, c'est assez véhément, c'est assez Belle saignant réponse. de la part du directeur sportif lyonnais. Mais avant cela, les autres infos foot du jour, c'est le foutoir, c'est parti. La finale du jour. La finale de la Ligue Europa entre Villarreal et Manchester United, ce sera arbitré par un arbitre français, Clément Turpin. À leur côté, Villarreal, Unai Emery, en cas de succès, pourrait devenir le seul entraîneur de l'histoire, quadruple vainqueur de la C3. Alors Unai Emery était en conférence de presse. Il nous a expliqué comment il abordait justement une finale de Ligue Europa. Écoutez-le. Bon, todas las finales son diferentes. Toutes les finales sont différentes. L'expérience ou le fait d'être favori, ça joue avant le match. Mais pendant 90 minutes, il faut prendre le dessus sur les faits de jeu. Ça joue beaucoup dans la balance. Il faut saisir les opportunités qui se présentent. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, alors pour les informations compo du côté de Manchester United, Bruno Fernandes, Cavani, Rashford ou encore Paul Pogba seront alignés a priori par Ole Gunnar Solskjaer. Ce qui serait quand même assez énorme, c'est que Unai Emery gagne la Ligue Europa et que Thomas Tuchel gagne la Ligue des Champions. Sourire. Non, mais non, mais C'est déjà bien, pas du tout. Mais, enfin, je veux dire, mais non, mais ça, c'est l'histoire que je vous dise. Voilà. Ouais, enfin, Unai Emery, ce serait pas une surprise. Il avait gagné. Ouais, oui, il gagne chaque il année. gagne Ou en tout tout cas, le il va temps. en finale à chaque fois. Donc, c'est l'Emery Cup. Après, Tourelle, oui, ça, on pourra en discuter. Ça pourrait être un petit peu savoureux. Mais enfin, bravo à lui dans ce cas-là. Voilà. Bah, bien sûr. Moi, par contre, je veux bien être sur le plateau quand il y a Ludo Obraniak et Thomas Tuchel qui Ah bah, soulèvent ça la serait coupe. énorme, bien Ça, sûr. je veux bien. Il va dire qu'évidemment, c'est pas de sa faute et que c'est tout le travail. Mais par contre, je fait vois pas avant son comment arrivée. il peut gagner contre Manchester United ce soir. Alors évidemment, je peux Ouais. me tromper 1000 fois, mais je trouve que cette équipe de United, c'est une belle équipe de coupe. Thibaut Et Vézérian. elles ont reçu, l'équipe de United a reçu le soutien de Sir Alex Ferguson. Eh oui. Carrément, ça a été posté sur Instagram par Nemanja Matic, bien sûr. Regardez avec Cavani, Bruno Fernandes et Juan Mata. Il était là pour donner certainement de précieux conseils, lui qui a tendance à aller remporter ces finales. Voilà, Cavani qui fait une super fin de saison avec Manchester United. La bonne nouvelle du jour. Eh bien, c'est qu'il y aura 16 500 spectateurs samedi pour assister en tribune à la finale de la Ligue des Champions entre City et donc Chelsea à Porto. Je vous le rappelle, au stade du Dragon. Donc 33% du public, c'est la jauge. 16 500 supporters. Bien évidemment, l'accès au stade nécessitera la preuve d'un test négatif au Covid-19. Ça fait plaisir. La menace du jour. Alors, c'est selon la radio espagnole COPE, le président de l'UEFA, Alexander Seferin, va demander l'exclusion du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus de la Ligue des Champions pour les 2 prochaines saisons. Ces 3 clubs qui voulaient monter et qui sont toujours chauds pour monter le projet de Super League. Voilà donc. Et sachez que ces 3 clubs ont réagi il y a quelques instants à un communiqué global. Ça, c'est sur le site du FC Barcelone. Eh bien, ils maintiennent leur envie de
moderniser le football en accord avec l'UEFA, mais toujours en montant cette Super League. Et ils ont réagi, ils ne comprennent pas s'il y avait une sanction disciplinaire de la part de l'UEFA, ils ne la comprendraient pas. Voilà le message des 3 clubs. Mais Lisande, ça vous paraît crédible parce que c'est quand même se tirer une balle dans le pied Ouais, que de faire une compétition européenne sans le Real, sans Barcelone et sans la Juve quand même. J'attends de voir quand même. Voilà. Oui. On est dans un jeu de communication, j'ai du mal à croire que le Real et le Barça vont être écartés 2 ans des Ligues des Champions, mais bon, on va voir. Après, ce serait mérité. J'y crois pas une pardon, seconde. moi. Pourquoi mériter? Parce que vous ne pouvez pas faire une telle fronde, une telle humiliation. Je ne suis pas pro-UEFA ou pro-club, mais vous ne pouvez pas mettre un tel bazar, créer quelque chose dans le dos des autres, vous dire je crée ma compète à 12, à 15 ou ce que vous voulez, et après vous dire ah bah non, pardon, en fait les autres nous ont lâché, les Anglais ne sont pas d'accord, je reviens. Bah non. Parce que ça ne marche pas comme ça dans n'importe quelle société. Alors pourquoi tu exclus pas les 12 qui ont lancé Parce qu'ils sont partis avant. mais ils sont partis. Mais non, mais attendez, la différence majeure, c'est qu'eux, ils continuent à avoir une Super League. Ils disent. Mais ils continuent, mais pour l'instant, parce qu'ils espèrent les sanctions des clubs anglais, parce qu'ils ont un contrat où ils espèrent avoir de l'argent là-dessus. Donc c'est juste. Vous pouvez pas être dans 2 compétitions. En fait, vous préféreriez qu'ils mentent et qu'ils disent OK, on revient en Ligue des Champions, on est hyper content. J'aurais préféré qu'ils fassent pas scission, en fait, si vous me demandez ce que j'aurais préféré. Moi, je suis choqué encore par cette histoire de Super League. Une fois de plus, l'UEFA n'est pas le super gentil à qui il faut tout donner. Et je suis même plutôt d'accord avec quand Vicage Dorasso nous dit que ça n'appartient qu'aux joueurs et aux clubs. Mais en l'occurrence, là, vous ne pouvez pas enfreindre les règles comme ça. Parce qu'à ce moment-là, comme une réplique de film célèbre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Non, mais il faut exclure les 12. Non, je pense qu'il faut exclure ceux qui perpétuent, qui considèrent qu'il ne faut pas partir. Voilà. Mettre une sanction financière aux 12 et exclure, pas 2 ans, au moins 1 an, ces 3 clubs-là. Mais j'en suis désolé. Vous allez nous gâcher notre plaisir. Je n'y crois pas une seconde. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais Greg, comment tu peux punir les 3 clubs, peut-être, le Real, le Barça et la Juve, qui ont bâti juste précisément la légende des coupes européennes. Et t'as déjà exclu d'autres clubs. Pourquoi au prétexte de l'histoire, ils ne seraient pas sanctionnés? Bah, attendez, les clubs anglais ont été sanctionnés dans leur histoire. Oui, après avec d'autres problèmes. Mais je veux dire, dans un autre contexte. Là, ils ont essayé quelque chose, ça n'a pas marché. D'autres clubs ont été exclus des compétitions européennes il n'y a pas si longtemps et on n'a pas fait un débat. Là, au prétexte que ce serait 3 grands clubs historiques. Mais on en fait un débat parce que c'est 3 clubs historiques et donc ça n'arrivera pas en fait en vrai. Si ça avait été des tout petits clubs, voilà, et ça serait arrivé. Donc on en revient au point d'injustice. Oui, mais ça, c'est l'UEFA qui l'entretient. Laissez-moi être un peu Robin des Bois. Mon Dieu, oh là là, quel naïf. Appelez-moi Greg. La réunion du jour. À Barcelone, entre Ronald Koeman et Joan Laporta, le président du club, c'était en une du quotidien catalan Sport. Koeman continue pour le moment, titre le journal catalan. Alors, il y a eu une réunion de 30 minutes au cours de laquelle le président du Barça n'a pas émis le souhait de se séparer donc, de Koeman sans pour autant le conforter à son poste. Ouais, on ne le sent pas non plus dans une position très très forte, quoi, Koeman. C'est très étrange. Oui, je pense qu'il attend surtout Laporta, l'aval de l'entraîneur qui veut mettre en poste, et ensuite à ce moment-là, il dira à Koeman de prendre ses valises et de partir. Oui, c'est Xavi. Xavi, oui, bien sûr. De toute façon, Laporta, quand il a été élu, il avait dit. Hein. Oui. En cours de saison, il avait dit je maintiens Koeman, voilà, pour que la saison se termine bien, et c'est quand même mal terminé, puisqu'il finit, je crois, 3e. Ça. Donc forcément, non, Xavi sera là, et c'est la suite logique. Le divorce du jour. Oui, c'est du côté de l'Inter Milan. Antonio Conte, selon Fabrizio Romano, n'est plus l'entraîneur de l'Inter Milan. Accord trouvé pour son départ de 7 millions d'euros. Il n'était pas d'accord avec sa direction qui voulait vendre en masse pour atteindre 100 millions d'euros de bénéfices sur le mercato, réduire la masse salariale jusqu'à 20%. Conte était déçu. Il voulait continuer avec le club. Donc ils ont trouvé un accord aux alentours des 7 millions d'euros. Lui qui touchait 12 millions d'euros annuels. Net, voilà, il y a des noms qui circulent comme Allegri, comme Simone Inzaghi, comme Mihajlovic. Des entraîneurs qui sont déjà en Serie A pour entraîner et prendre la suite d'Antonio Conte. Non mais on y croit, c'est vrai ça, Mélisande? Non, c'était déjà dans la presse. Après la saison qu'ils ont faite. Non mais Conte, c'est un entraîneur difficile, exigeant. Il est parti de la Juve à la veille de la reprise de la saison. Après son 3e titre à la Juve, il est parti en claquant la porte parce qu'il n'avait pas assez de garanties sur l'effectif et parce qu'il n'était pas content alors qu'il venait de gagner 3 Scudetti d'affilée. Donc voilà, c'est Antonio Conte, c'est un gros caractère. Ça fait plusieurs semaines qu'on voit qu'ils veulent redimensionner les dépenses parce qu'ils ont, comme tout le monde, été un peu frappés par le Covid. Et on lui avait vendu un projet où il y aurait des dépenses somptuaires d'année en année. Et s'il gagnait, ça continuerait de dépenser. Et lui, il a gagné, donc il a rempli sa part du deal. Et il voit que finalement, il y a peut-être un peu moins d'argent que prévu.
Et voilà, il va partir la tête haute, en tout cas, puisqu'il a gagné. Il devrait C'est sûr que la saison prochaine s'annonçait plus difficile que celle-ci. Et que du coup, on a toujours l'impression que quand ça se complique vraiment, il a tendance à s'en aller. Donc c'est dommage, mais il a fait un boulot remarquable, comme souvent avec lui. Si Zidane quittait le Real, je verrais bien au Real Conte. Ah oui, et Zidane à la Juve. Pourquoi pas? Voilà, c'est beau ça. Ouais, on a refait le foot, là, c'est extraordinaire. Bon. La préliste du jour. De l'Angleterre en vue de l'Euro, une liste de 33 joueurs dévoilée par Gareth Southgate. Il devait donner une liste de 26 noms, mais il a préféré ne prendre aucun risque. Oui, parce qu'Harry Maguire est blessé à une cheville depuis le 9 mai. Phillips est touché à l'épaule droite. Jordan Henderson n'a pu jouer depuis février. Alors 2 absents quand même, James Maddison et Patrick Bamford, qui ne sont pas retenus. Et puis on avait une petite incertitude concernant Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool. Il n'avait pas été appelé au mois de mars. Il fait bien partie de cette préliste de 33 joueurs. Et l'Angleterre qui fait partie des favoris de Dominique Grimaud. Ah oui, je pense qu'ils seront dans le dernier 22 carré. favoris. Non, je répète, 8, dont la France et l'Angleterre en priorité, oui. Ah oui, d'accord. Parce qu'on parle des c'est attaques. votre numéro 2. France 1, Angleterre 2. Oui. Mais la Belgique. Oui. On est ensemble, non? Non. Il a raison. Non. Ils ont l'expérience des tournois. Non. Benoît. Non, ils n'ont rien gagné, les Anglais, depuis 66. C'est peut-être leur année, quand même. D'accord avec Dominique parce que l'Angleterre, ça fait demi-finale de Coupe du Monde. Et puis là, lorsqu'on voit quand même la liste, tu as vu la liste des attaquants? Non, avec l'explosion de Phil Foden, Harry Kane qui fait un double-double, meilleur buteur, meilleur passeur. Il y a quand même du lourd en Angleterre. Mélisande. Oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'on a France et Angleterre. Les deux favoris, France et Angleterre. Ça fait plusieurs années qu'on nous annonce les Anglais comme redoutables. Alors ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. On les annonce toujours, les Anglais. On ne peut pas dire qu'ils aient eu le tableau le plus faramineux pour arriver en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire que ils n'ont pas battu les plus grands du continent. Donc attendons de voir. C'est vrai que sur le papier, c'est super excitant comme équipe. Et moi j'adore. Comme à chaque fois. J'adore Harry Oui, mais Kane, ils ont avancé. Mais on dit ça à chaque fois. Et les Belges, alors, mais vous êtes formidables. Vous me dites les Belges, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que les Anglais? Rien. Ah ben voilà. Mais il faut bien qu'une année ça marche. Comme les Anglais. Les Anglais, il faut bien une année que ça marche. Les Belges, ils ont quand même éliminé le Brésil. À combien la cote des Anglais? La cote des Anglais est à 6 comme l'équipe de France. Voilà, c'est les deux favoris pour l'instant selon les bookmakers. 6, ils viennent vous le dire. 6. Mais non, je ne mettrai pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, c'est vrai la Turquie. France et Angleterre. On verra. Bref, passons. Tiens, l'officialisation du jour. Une autre liste, celle des Pays-Bas, l'un des favoris également pour Dominique. Franck Debois a révélé sa liste des 26 noms. Je vous rassure, il y a bien Memphis Depay dans cette liste. Alors il y avait un incertain, c'était Daley Blind. Il est également présent. Un absent, peut-être Steven Bergwijn, l'attaquant de Tottenham qui n'est pas là, tout comme Hans Hatteboer, le latéral droit de l'Atalanta Bergame. Pour le reste, vous connaissez tous les autres noms. Et donc celui de Memphis Depay. Ça, c'est numéro 3, Dominique? Non, Pays-Bas, sur mon échelle, je les mettrais 6e. Ah, 6e, d'accord. Voilà. C'est pas mal déjà. Parce que numéro 3, c'est qui? Le numéro 3, je dirais peut-être l'Italie. Ah oui, ça tombe bien, on va en parler avec l'espoir du jour. Oui, pour Marco Verratti de disputer cet Euro 2020 avec l'Italie. Je vous rappelle qu'il est victime d'une lésion du ligament collatéral médian du genou droit au début du mois de mai. Regardez ce qu'a déclaré le médecin de la sélection concernant Verratti et les autres joueurs qui ne sont pas au top physiquement. On fait des examens avec eux. Il n'est aucunement exclu qu'ils puissent être de retour pour l'Euro. Donc ils sont tous potentiellement récupérables. On va profiter des joueurs à notre disposition pour fournir à notre entraîneur un maximum de joueurs disponibles. Outsider crédible? Pas favori en tout cas, l'Italie. Si, pour Dominique, si. Non, oui, tu as dit l'Italie, tu les as mis. Mais t'as que 2 favoris alors. 40 favoris. 2, je répète. 1 France, 2 Angleterre, 3 Italie. Oui, mais c'est pas favori. 3e, c'est favori, Dom. Non, mais je dis qu'il y a 4 équipes. On va pas refaire l'émission. Je dis que 4 nations sont susceptibles de remporter. En tout cas, pour moi, les Italiens sont plutôt outsiders que favoris. Et Verratti, il ne sera pas là, en tout cas, pour les premiers matchs. Et il est tellement important qu'ils vont essayer de le récupérer jusqu'au bout, puisqu'il a 26 joueurs. Ça donne la possibilité de prendre un joueur qui ne serait pas prêt au départ pour le mettre en cours de route, puisque le groupe est un peu plus large que d'habitude.
La réflexion du jour. De Gareth Bale qui penserait sincèrement à arrêter le football après l'Euro, c'est selon ABC. Maintenant qu'il a, je cite, ABC mis à l'abri sa famille pour plusieurs générations, eh bien il voudrait résilier son contrat avec le Real Madrid, lui qui est de retour de près de Tottenham. Il pourrait se concentrer exclusivement sur son autre passion, le golf, et pourquoi pas disputer des compétitions internationales. Il est quand même favori de l'Euro avant, hein, donc un demi. Pardon? Ils sont de favoris aussi. Je ne vous parle plus. Je ne vous parle. Bon, allez, dans un instant, on parle de l'Olympique lyonnais. Ça chauffe du côté de l'OL, mais avant cela, la petite lucarne de Pierre-Antoine Namour. Je allé faire mon petit sketch tranquillement, et voilà, on en parlera tout à l'heure. Apparemment, ils sont tombés dans le panneau. Voilà. Un peu, ouais. Un petit peu, ouais. Bah, voilà, très bien. Dans un instant, oui, on vivra l'arrivée des Bleus, mais via le prisme de Ludovic, le plus grand supporter de l'équipe de France, et de Karim Benzema, qui est venu accueillir le numéro 19 français. C'est bizarre de dire 19 pour Karim Benzema. Comme ça, il est numéro 10, numéro 9. Ah, la classe, super. On se fait un petit tour des... Ça va, Dominique? Oula. Ça va, on t'a pas reconnu ce matin? Comment? Il n'y a pas un mec qui t'a reconnu ce matin? Un masque. C'est pratique le masque pour ça. Hein. Non, je suis pas très connu. Ça va venir. Je suis moins connu que vous, Dominique. Ça va venir. On me parle de vous d'ailleurs. Bref, on commence par le tour des terrains. Mais oui. C'est parti. On commence par la D2 australienne. Regardez, avec un but zlatanesque inscrit par cet avant-centre. Regardez, hop, pam. Joli. Et la célébration est aussi zlatanesque. Vous allez voir. C'est surtout la célébration. Petit coup de boule. Bam. Oula. Aïe. Apparemment, c'est un pot de corner en vert. En Arabie Saoudite, il fait pas bon être arbitre de touche. Hop là. Et ouais, faut pas être là, monsieur. Regardez, il se relève tout de suite et il poursuit l'action. En Serbie, vaut mieux éviter de chambrer le gardien après avoir inscrit un penalty, sinon ça finit mal. Putain, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Petit message pour Didier Deschamps. Vous allez voir. Eh, tiens, mange le ballon, mange. Petit message pour Didier Deschamps. Si la doublette Mbappé-Benzema ne fonctionne pas pour l'Euro, pensez à ces gars. Ils sont, ouais, c'est pas mal. Ils sont assez chauds. Puis ils ont déjà le maillot en plus, c'est bien. Regardez aussi ce basketteur Will Yegate, basketteur de Monaco, qui nous a montré qu'il aurait fait un bon footballeur. Ouais, c'est balèze, non? Ah oui, grave. C'est balèze. Pendant ce temps-là, on a des nouvelles de Benoît Paire. Il est à la recherche de sa raquette parce qu'il l'a jetée très loin apparemment. Allez, courage Benoît. Il va bien la retrouver. J-5 avant Roland Garros. Oh là là. Et ce fan de Djoko est déjà prêt. Oh. C'est joli, non? Non, c'est bien fait, mais bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Estelle, si je vous bats au tennis vendredi. Ça n'arrivera pas. Ah, d'accord. C'est vendredi? Vous pouvez pas vous raser et vous faire. Non, mais ça n'arrivera pas en vrai. Ouais, d'accord. Aucune chance, carrément. Tu vas te faire ouvrir. Je joue contre Estelle, elle m'a défié. Où jouez-vous? On joue. Dans le 16e. Dans le 16e. Ah. On a été invité par le Tennis Club de Paris. Voilà. Je balance. Ah bon? Ouais. Ah, super. Super. Il y aura des boissons? Je ne sais pas. À quelle heure? À quelle heure? 16h. Non, 15. 16h. Je ne sais, je sais pas, plus. Estelle. Attendez, j'ai la pression. Bon, taisez-vous là, il est en train de faire sa chronique. On diffusera quelques images en live sur le Twitter de l'équipe d'Estelle. Ah, très bien. Bon, on verra. Bon, allez. Écoute, très bien. Bon, en tout cas, depuis 24 heures, la guerre est déclarée entre Rudy Garcia et Jean-Michel Aulas et Juninho. Ils sont loin, les beaux temps. Vous savez, les temps de l'amour à l'Olympique Lyonnais, comme en octobre, quand Rudy est arrivé. Regardez. Alors, Rudy, question traditionnelle. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet OL et pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis là parce que l'Olympique Lyonnais fait partie des meilleurs clubs en France. Ce qui m'a plu, c'est aussi ma rencontre avec Juni. Oula, oui. Que j'ai souvent eu adversaire sur le terrain. Je préfère l'avoir aujourd'hui comme directeur sportif adversaire sur le terrain. Et puis vous allez voir que Juninho, il avait quand même déjà bien annoncé la couleur. Que j'ai le droit aussi de poser des questions à l'entraîneur par rapport à ses choix. Et après, poser aussi des questions à l'entraîneur. Merci Rudy. Je pense que les choses ont été dites et bien dites. Dites et bien dites. Et puis regardez, on voit que tout le monde sourit. Jean-Michel, Rudy, et regardez Juninho. La tronche. Il n'avait pas l'air bien content. Et regardez la poignée de main à la fin avec Jean-Michel Aulas. Allez, bravo mon Juni. Non, moi je me tire, je le voulais pas lui. Il n'avait pas l'air très content. Hein. Non, il n'avait pas l'air content. Voilà. Terrible d'avoir ça. Bravo Pierre-Antoine. Bah, moi je déroche. Vous pécorez là. Oh, voilà, très bien. Okay. Aujourd'hui, c'était donc le rassemblement des Bleus à Clairefontaine et nos équipes de confection sportive. Souvenez-vous, ils ont retrouvé Ludovic qui était allé devant la FFF avec ses fumigènes pour le retour de Benzema. Ludovic ne pouvait être qu'à un endroit aujourd'hui, devant Clairefontaine, pour accueillir Karim Benzema. L'a-t-il vu, l'a-t-il rencontré? Réponse. Vic, le plus grand fan de l'équipe de France et de Karim Benzema, a posé un jour de congé, car c'est une journée bien particulière. Bon, bah là, c'est un grand jour parce que c'est le retour de Karim Benzema en équipe de France. Donc, on va aller l'accueillir au château à Clairefontaine. J'ai préparé la pancarte. Welcome Benzema. Je vais faire du stop parce que j'ai pas le moyen de transport, malheureusement. Après plus de 2 heures passées au bord de la route, Ludovic commence à désespérer.
Vous aimez pas Karim, c'est ça? Vous aimez pas Benzema? Ayant eu pitié de lui, l'équipe de production décide de l'emmener à Clairefontaine. 12h30, Ludovic arrive au centre d'entraînement de l'équipe de France où malheureusement une terrible nouvelle l'attend. À combien? 2 minutes. Bah, c'était sûr. Bonjour, il est arrivé Karim? Vous pouvez pas me dire? Je peux rentrer pour lui dire un petit bonjour? On peut pas rentrer? Déçu d'avoir raté Karim Benzema, Ludovic se réconforte en accueillant les autres joueurs. Ça arrive, ça arrive. C'est Kylian, c'est sûr, c'est Kiki. Bravo pour le vaccin, Kylian. Ah, non, ça c'est Micheline Dufour, elle habite au bout à gauche. La voiture est vide, l'auto est vide, la voiture est vide. Fausse alerte. Soudain, Ludovic va vivre l'un des moments les plus forts de sa vie de supporter. Il y a Adrien Rabiot. Allez Adrien. Adrien, je fais une petite photo avec toi. Là j'ai le cœur qui bat là, j'ai le cœur qui s'est accéléré. Rabiot il a ouvert sa fenêtre, il est venu en Peugeot 308, rien à foutre. Mais cette fois c'est sûr, Ludovic ne rencontrera pas Karim Benzema aujourd'hui. C'est fini pour l'arrivée, il a dit au Toki, c'est fini pour l'arrivée. Terminé. Mais Ludovic ne souhaite pas repartir bredouille. Il décide alors d'aller faire un tour du côté des journalistes. Bon là il y a les télévisions donc j'aimerais bien faire un petit passage à la téloche. Je l'avais fait en 2018, j'étais passé sur LCI, là je vais essayer de me faire BFM. Ça serait cool. Et l'heure de gloire de Ludovic arrive. Il passe sur BFM Télé et même au JT de 13h de TF1. Qui ne saute pas, même pas Karim. Et quand il s'agit de s'exprimer sur Karim Benzema, Ludovic ne pèse pas ses mots. Comme je disais, il y a 2 moments dans ma vie. Naissance de mon gamin, retour de Benzema en bleu. Voilà. C'est avec le cœur lourd que Ludovic voit les portes de Clairefontaine se refermer devant lui. Mais il ne perd pas espoir, un jour, il arrivera à avoir son autographe. Il n'a pas eu son autographe. Mais ce qui est énorme quand même, c'est que nous on le reconnaît, on voit bien, mais c'est que tout le monde s'est fait berner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que BFM, il y a eu les télés et les radios. J'ai fait une belle interview à du monde entier. Et ben voilà, et on va voir ça tout de suite. Les joueurs qui continuent d'arriver ici au centre d'entraînement national avec un petit changement de programme, puisque avant ils s'arrêtaient ici, vous voyez les supporters. Voilà, les supporters très contents que Karim Benzema soit de retour en équipe de France. Ah, effectivement, les joueurs est déjà sur place, ils sont en train de poser leur valise. Tu ne sautes pas, n'aime pas Karim. Antoine Griezmann, Corentin Tolisso, mais ce matin, évidemment, tous les regards étaient tournés vers Karim Benzema. Et voilà. Ludovic, bravo. Ludovic. Et moi, j'ai vu monter ça sur les réseaux sociaux toute la journée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a fallu faire un tour du monde. C'est parti du côté de la Belgique. Regardez, RTBF Sport. Welcome Benzema avec la photo de Ludovic, bien sûr. Là, on est en Belgique. Retour en France, rapidement, au Super Moscato Show qui nous dit on se retrouve à 15h. Photo de fond. Bim, il est là. On file où? Je vous emmène où? L'agence France Presse qui publie un gif. C'est énorme. Une photo, regardez. Une photo qui tourne en boucle, il y a Karim Benzema partout et Ludovic. Donc incroyable le tweet donc de l'AFP. Quelle star ce Ludovic. Vous voyez ici. On continue hors de France, ESPN. Karim Benzema en anglais s'il vous plaît. À côté encore une fois de Karim Benzema. Je poursuis ici avec beIN Sport Monde. Donc là on est en arabe. Encore une fois à côté de Karim s'il vous plaît. Et puis également, là, la Turquie et sport, bien sûr. Alors, j'ai traduit un peu. Les fans sont heureux. Donc, ça se dit Taraf Salar, les fans sont heureux. Photo de Ludovic, encore une fois. Et puis là, au Mexique, sympa le petit montage ici au Mexique. Voilà les fans Bolero, le média qui nous dit Welcome Benzema, là aussi. Tout ça pour dire qu'à 17h29, à 1 minute du début de l'antenne, il y a eu ce tweet aussi du Parisien Sport pour expliquer le démasqué, Estelle. Voilà, démasqué. Enfin, à 17h30, ça nous renvoie vers un article d'ailleurs, le canular, leparisien.fr, avec donc tout en bas de l'article, me dit-on. Mais le temps que ça charge, on voit la photo avec Adrien. On voit la révélation, on voit la vidéo, bref. Voilà, c'est comble de l'affaire. Le site de l'équipe a également repris les informations données par la oui, c'est vrai. Même nous, on s'est fait berner. C'est le masque, l'équipe s'est fait berner. Écoutez, je vous propose qu'on suive Ludovic pendant l'Euro. Ah oui. On va faire les yeux dans le bleu. Ah, très bien. Et en tout cas, ça n'empêche pas qu'on peut faire un peu de sport quand même. Et je vous emmène en salle pour aller faire
Alors regardez, si vous donnez vraiment tout à la salle, ça se voit comme cet homme qui est en feu. Oh là, mais il fume là. il est très large, non? Il est très large, il est très fort, très balèze. Numéro 4, ne prenez pas trop de poids sur vos épaules, on le redira jamais assez, sinon bah ça peut mal finir. Oh non, 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 oh là là, il y a... Ah. Non, ça va, c'est la carotide. Regardez direction la Stranger Gym, ils font de la gym bizarrement, comme cette femme, voilà, qui est très souple pas. On sent que le bassin peut craquer à tout moment. On a vu aussi cet homme, regardez, avec une bouteille de on sait pas quoi sur la tête. Ouais, c'est Stranger Gym, me demandez pas. Et le mieux, c'est cette dame qui a amené sa chèvre. Bah voilà. Elle lui a fait un pipi dessus, ou on dirait du lait peut-être. Numéro 2, petite technique. Si vous allez en jean à la salle et vous vous sentez un peu serré, bah faites comme ce monsieur. Vous virez le jean, hop, et comme ça vous pouvez pousser en toute tranquillité. Et oui, parce que le jean, pour faire ça, c'est un peu compliqué. Et numéro 1, Greg, pas de soucis, vous pouvez continuer les apéros, manger de la charcuterie. Car regardez ce qui est sorti pour le Body Summer. Vous l'avez déjà commandé quand même? C'est génial. Mais c'est génial. Ils le font pour ça? Ben, je vais demander. Mais je crois que ça coûte une blinde. Parce que ça m'intéresse. Oui, c'est pas grave, ça m'intéresse. Ok, très bien. Vous êtes déjà en Body Summer? Non, pas encore, malheureusement. Ah, évidemment. Non, je vous assure. Allez, on se quitte avec un peu de douceur après tout ça. Oui, c'est un remake du Lac des Cygnes, version golf. Non mais ils sont mauvais, ils sont très méchants. Je fais mort d'une fois, très méchants. Allez, bonne soirée. Salut. Merci beaucoup Pierre-Antoine et bravo encore. Et bravo également à Béric, Pierre-Louis évidemment et Kevin Juvin qui participent tous les soirs également à la petite lucarne. On va revenir nous maintenant sur le clash du jour. C'est celui bien sûr entre Rudy Garcia et Juninho. C'est Rudy Garcia qui avait allumé la mèche hier. Réponse de Juninho aujourd'hui. Voilà. Raphaël. Et on va vous résumer tout ça puisque hier dans le journal L'Équipe, en tout cas sur le site d'Équipe, on est en direct, on l'a vécu sur la chaîne L'Équipe, cette déclaration de Rudy Garcia à propos de Juninho. Ça s'est bien passé au début, les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après 2 ou 3 victoires en novembre, le directeur ne venait plus me féliciter. J'ai découvert que quand les recrues brésiliennes ne jouaient pas, il n'était pas heureux et les choses se sont vite dégradées. Alors Jean-Michel Aulas salue cette interview de Hervé Penaud dans le journal L'Équipe. Il a répliqué sur Twitter, le président de l'Olympique lyonnais. Alors il y avait également cette déclaration de Rudy Garcia. Je pense qu'il deviendra un très bon directeur sportif, mais il lui faudra de l'expérience. Il est encore trop tôt pour le mode joueur dans la prise de décision impulsive. Il n'aimait pas l'attitude de certains joueurs, mais il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait la même chose. Voilà, donc la réponse de Jean-Michel Aulas quelques instants après sur les réseaux sociaux. Très déçu de la politique de la terre brûlée de Rudy Garcia qui réécrit l'histoire, oubliant qu'il avait le meilleur effectif. Dommage que Rudy n'ait pas su travailler avec Juni, qu'il avait pourtant choisi et accompagné. Tout a commencé à ne pas fonctionner quand donc ça s'est mal terminé. La réponse donc Raphaël, Guimarães, 2 joueurs ou ex-joueurs brésiliens. Guimarães a notamment dit tout a commencé à ne pas fonctionner quand de la cohérence de sa part. Même la fille de Juninho s'en est mêlée hier sur les réseaux sociaux. Elle a même dit ça doit vraiment faire chier de voir un mec que tu n'aimes pas être aimé par les supporters, le club, les joueurs et même sans expérience emmener les meilleurs recrues de l'équipe. Voilà ce qui s'est passé. On attendait jusqu'à présent le principal concerné, le principal accusé, c'est Juninho. Eh bien, il a réagi à la déclaration de Rudy Garcia. C'était il y a quelques instants chez nos confrères d'OL TV. Surpris, d'abord parce que bon, j'ai imaginé qu'il allait faire quelque chose parce que ça fait partie de son caractère. Il a le plaisir de faire ça. Bien sûr que je dois me poser des questions. Mais tu as l'impression d'avoir été trahi? Par lui, non, parce que je savais un peu son caractère. On est trahi par les vrais amis. Donc on était des pros, on n'était pas proches. Et bon, je ne suis pas en tradition de quelqu'un que j'apprécie pas beaucoup et vice-versa aussi. Comme personne, je parle, humainement. Donc, c'est Rudy, je m'attendais un peu à ça. Ouais, je m'attendais à ça de Rudy, c'est pas quelqu'un que j'apprécie humainement en tant que personne. Enfin, c'est quand même, c'est très très chaud à Lyon. On s'attendait pas à ça de la part de Lyon, où tout est plutôt d'habitude très bien géré par Jean-Michel Aulas. Il n'y a jamais de clash normalement dans ce club, Benoît. C'est surtout la question à laquelle on doit se poser, c'est pourquoi ils ont choisi Rudy Garcia. Si d'entrée de jeu, Juninho disait qu'il n'avait pas d'atome crochu avec lui, normalement le directeur sportif dans un club, c'est lui qui choisit l'entraîneur, avec certes son président, mais ils doivent être main dans la main, ils doivent être comme ça. Je reprends toujours l'exemple de Séville. Voilà, le directeur sportif, c'est lui qui a les pleins pouvoirs et qui nomme son entraîneur pour travailler main dans la main dans les différents transferts et tout. Si là, au début de saison, déjà, il y avait quand même une certaine distance entre Juninho et Rudy Garcia, bon, je comprends mieux pourquoi on en est là aujourd'hui.
Alors en tout cas, on va écouter encore Juninho, qui a été assez long sur Rudy Garcia. Et pour lui, le problème de Garcia, c'est qu'il manque de confiance en fait. Et Rudy, il a un manque total en confiance en soi-même. Et qu'est-ce qu'il fait? Il montre qu'il est fort, qu'il est costaud, il donne des mauvaises réponses aux journalistes, il veut toujours montrer qu'il est beau, qu'il est costaud, qu'il va faire l'interview. Il a un plaisir de le voir parler presque. S'il peut en même temps parler, le voir sur la télé, il a ce plaisir-là. Est-ce que c'est digne d'un directeur sportif d'aller sur l'humain comme ça, de dire ces genres de choses? On est quand même assez abasourdi. Oui, c'est incroyable, parce qu'on l'attendait plutôt une réponse sur le fond des accusations entre guillemets de Rudy Garcia sur les Brésiliens qui ne faisaient pas jouer, sur la manière dont il lui a, d'après Garcia, savonné la planche. Et il nous répond, il nous fait une psychanalyse de Rudy Garcia. C'est un peu lunaire comme réponse. Et c'est vrai que Juninho, alors que Garcia ouvre le parapluie, voilà, c'est sûr, il se décharge un peu de responsabilité, même s'il en a forcément. Mais Garcia dit Juninho ne m'a pas aidé. Et donc Juninho peut aussi dire, voilà, j'ai peut-être des choses à apprendre dans mon rôle de directeur sportif. Visiblement, il y a eu des choses. C'est difficile pour un directeur sportif de rester à sa place. Quand vous avez recruté un joueur en lui disant, tu vas voir, tu vas jouer, tu vas être cadre, et puis qu'il ne joue pas, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile. Mais un dirigeant de club qui s'abaisse à répondre comme ça, c'est assez étonnant, mais bon. On s'amuse en même temps. Dominique, le linge sale, ça se lave en famille, normalement? On est quand même assez étonné par ce déballage. Moi, je reste persuadé que dès le départ, les choses étaient mal enclenchées. Juninho n'a pas digéré du tout l'échec de son choix premier, qui était Silvinho. Oui, parce que là ils étaient maintenant en revanche. Rudy Garcia a été imposé, me semble-t-il, et je le dis et je le répète, par Gérard Rouillet, feu Gérard Rouillet, dont on salue la mémoire. Donc, dès le départ, les choses étaient mal enclenchées. Bon, de plus, la politique sportive de Lyon, moi, je ne la trouve pas très lisible. Ça fait 3 entraîneurs en 2 saisons. On compte Genesio. Voilà, j'ai beaucoup de tristesse, en fait, pour ce club, qui est certainement... Mais il n'est pas mort, le club. Non, il n'est pas mort. Il est certainement, pour moi, le mieux structuré depuis des décennies. Je ne remets pas en cause du tout la valeur de Jean-Michel Aulas. Simplement, je me pose la question de savoir quel est le véritable objectif aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais plus. Garcia est en échec, mais comme il l'a été à l'OM. Et comme il l'a été à l'OM, c'est-à-dire qu'il tape en touche, Garcia. Dès que ça ne sourit pas, mais ça a souri quand même, Dominique. Champion d'automne, demi-finale de Ligue des Champions, ça a un peu souri quand même. C'est un peu souri. Ah oui. Mais voilà, je pense qu'il n'a jamais eu le soutien profond de Juninho. Tout à l'heure, j'allais dire Ludovic, Pierre-Antoine nous montrait des images d'archives. Ah oui, c'est un peu dur. Elles disent tout, ces images. Le visage de Juninho au moment de l'intronisation de Garcia. Donc, dès le départ, les dés étaient pipés, me semble-t-il. Grégory, est-ce qu'il faut que Jean-Michel Aulas reprenne la main, là? Ça y est, là, et siffle la fin de la récré, parce que c'est vrai que ça fait désordre. Oui, mais c'est aussi de sa faute. En fait, moi, je veux bien qu'on parle des meilleures structures, de toutes ces choses-là, mais le choix des hommes, c'est lui. Moi, j'ai été frappé dans l'interview de Rudy Garcia du nombre de fois, ça rejoint un peu ce que disait Dom, où Gérard Rouillet était cité. Où il disait que justement il y avait cette confiance, que sa mort avait provoqué aussi peut-être ce genre de choses, qu'il n'avait plus personne dans le club. Moi vraiment, en lisant l'interview, c'est la seule partie un peu émouvante et vraie que j'ai trouvée dans cette interview, et je trouve que c'était quelque chose qu'il fallait dire, parce qu'effectivement derrière, si ça provoque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est important. Moi, je crois que Jean-Michel Aulas s'est trompé récemment. La structure est belle, mais à un moment, un club comme Lille, qui nous semble déstructuré depuis des années, avec un propriétaire, on nous dit il faut rembourser l'argent, ils ont des crédits à 20%, limite un crédit revolving, vous voyez, ce genre de choses. Ils se trompent pas en prenant Campos, Galtier, en prenant des joueurs de talent qu'ils arrivent à remplacer. Pourquoi Lyon ne ferait pas la même chose? Moi, je pense qu'une erreur majeure, c'est de ne pas avoir pris à un moment donné, alors on parlera des entraîneurs plus tard, des entraîneurs confirmés. Il y avait cette obsession de vouloir un entraîneur français à un moment avec Genesio, puis après ils partent sur Silvinho. Donc le choix de Juninho est-il bon? Bon, au bout d'un moment, quand va-t-on pouvoir dire Juninho n'est pas fait ou n'est pas bon en directeur sportif? Voilà, de manière objective. À la fin de la saison qui vient, il faudra dresser un bilan. S'ils ne sont pas au minimum sur le podium, ce sera un échec. Et aujourd'hui, je dis que l'échec est de Jean-Michel Aulas parce qu'il s'est trompé dans ce choix de Rudy Garcia, mais c'est aussi celui de Rudy Garcia. Cet effectif-là, ce calendrier-là, ce PSG aussi faible.
Moi, les 79 points et demi-finale de Ligue des Champions, ça ne me suffit pas. Le titre, il était pour Lyon si ça avait été bien mené. Voilà, tout simplement. Donc c'est un carnage. Donc la structure, elle est belle. La structure, elle est belle. Si tu mets pas les bons pilotes. Non, mais c'est comme une Formule 1. C'était ce que disait Gérard Rouillet quand il avait pris les commandes en tant qu'entraîneur de Lyon. Une belle Formule 1. Si vous mettez un pilote qui ne sait pas piloter, vous allez droit dans le mur. Alors là, en tout cas, Lyon cherche son pilote, parce que Lyon n'a toujours pas trouvé d'entraîneur. Quel sera le timing? Écoutez, Juninho, il s'est aussi exprimé là-dessus. Bien sûr qu'on est sur un dossier important. Je ne peux pas trop avancer. J'espère qu'on va réussir. On sera fixé, selon toi, peut-être cette semaine? Ça dépend beaucoup du coach. On a beaucoup avancé. On a tous envie qu'il vienne chez nous. Et j'espère qu'on va réussir à boucler ça le plus vite possible. Voilà, et alors vous avez dressé, Raphaël, une liste de coachs susceptibles de venir à l'Olympique Lyonnais. Oui, alors il y en a un qu'on a enlevé, puisque ça a été officialisé du côté du Shakhtar Donetsk, et un entraîneur étranger, c'est De Zerbi, qui n'ira pas du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors son nom, Christophe Galtier, va plutôt du côté de Nice, mais il fait partie de cette liste également pour pouvoir succéder à Rudy Garcia. Peter Bosz, pourquoi pas son nom? Et on l'a entendu se murmurer du côté de l'Olympique Lyonnais, Julien Stéphan, l'ancien entraîneur du Stade Rennais. Et pourquoi pas en fin de liste, si les entraîneurs ne veulent pas venir du côté de Lyon, peut-être que Juninho aura envie d'entraîner, pourquoi pas, le club la saison prochaine. Et Conte qui est libre. Et Conte est libre, oui. Mais cher, c'est peut-être un peu cher. Mais puis Conte avec Juninho, ça tient 2 semaines maximum. Oui. Donc, dans ce cas-là, il prend tout. Oublions Conte. Justement, Mélisande, est-ce que ces brouilles là, ça peut faire peur à un potentiel futur entraîneur de Lyon et qui se dit, voilà, attends, dans quoi je mets les pieds? Je vais peut-être pas m'embarquer là-dedans. On pense à Christophe Galtier, qui disait hésiter entre 3 clubs. Ce qui se passe là aujourd'hui, ça ne doit pas l'inciter à venir à Lyon quand même. C'est sûr que les sorties de Garcia, de Juni, de Aulas, le constat peut faire peur à certains. Après, je pense que c'est vraiment des questions de personnes. D'ailleurs, c'est ce que dit Juninho. Il en a plus à Rudy Garcia qu'au poste d'entraîneur de Lyon en tant que tel. Je pense qu'il faut quelqu'un d'expérience, en tout cas. Je pense qu'il faut quelqu'un qui ait un peu de bouteille et qui sache gérer un petit peu les luttes de pouvoir dans un club et qui se concentre sur le terrain et qui ait la tête froide, quoi. D'accord, donc peut-être pas Julien Stéphan, par exemple, qui est peut-être trop jeune pour ça, quoi. Moi, j'aimerais bien que Laurent Blanc revienne en Ligue 1 parce que j'aime bien voir jouer ses équipes. Oui, évidemment, mais tout le monde a envie. Mais c'est peut-être l'erreur, parce que le nom a été prononcé, je me permets. Ils ont hésité sur Laurent Blanc à un moment, et peut-être que ne pas lui avoir fait confiance, parce que Laurent Blanc pouvait avoir un côté managéral. Peut-être que Juninho, il s'est dit, si Laurent Blanc, qui a managé aussi au PSG, malgré tout, vient, ça peut me faire de l'ombre. Et tu parlais d'expérience. Moi, alors ça lui plaira peut-être pas parce qu'il est français, mais un Lucien Favre, moi, ça me semble être un choix exceptionnel pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, moi, je pense que c'est un choix qui fait à la fois, qui sait faire jouer les jeunes, il sait faire jouer l'expérience. Il a des résultats dans des clubs européens. Il connaît la Ligue 1. Il n'y a pas plus idoine. Mais dans le papier de l'équipe ce matin, on apprenait quand même que Juninho n'avait pas trop aimé, que Laurent Blanc peut-être le snob un peu, quoi. Voilà, oui, mais c'est pour ça que moi je vous dis. Et qui s'adresse plus finalement à Jean-Michel Aulas. Oui, mais Blanc ou Favre, pour moi, c'est des noms qui s'imposent pour un club de ce calibre-là. Mais 2 noms qu'on n'a pas mis dans la shortlist. Ah, j'en suis désolé. Mais... Exactement. Lucien Favre, c'est pas mal non plus. Et apparemment, il avait été déjà courtisé par Lyon. Juste dernière question, Dominique Grimaud. Est-ce que ça met la pression pour Juninho la saison prochaine, là, tout ce qui se passe aujourd'hui? Naturellement, ça met la pression. Bien évidemment. Il reste sur 2 graves échecs. Sur échec sportif, mais échec économique. Économiquement, c'est très grave ce qui arrive à l'OL. Donc, effectivement, c'est le choix de l'entraîneur, et là je te rejoins, Greg, est déterminant pour la suite des événements. Et la suite des événements va très vite s'enchaîner. La reprise de l'entraînement, c'est dans un mois. Ne pas se planter sur le nom de l'entraîneur, surtout. Ils se sont plantés sur Rudy Garcia. Ils ne le diront jamais, ils commencent à le dire un peu. Mais voilà. Mais s'ils se sont plantés sur Garcia, bien évidemment, c'était beaucoup trop tôt, après son échec patent avec l'Olympique de Marseille. Voilà, donc, qu'ils prennent le temps de la réflexion, qu'ils prennent effectivement, je rejoins encore Greg, merci. Favre, bien sûr, Lucien Favre. Voilà, et on rappelle que Lyon n'est pas qualifié pour la 2e fois, la 2e année consécutive pour la Ligue des Champions, ce qui n'était encore jamais arrivé au XXIe siècle. Thibaut Vézérian, beaucoup de commentaires évidemment sur les réseaux sociaux. Avec autant de punchlines, en effet, c'est parti dans tous les sens sur les réseaux. D'habitude, on s'arrête sur une phrase forte, mais là, il y en a eu tellement, notamment la phrase « il était fort avec les plus faibles, faible avec les plus forts ». Ça a été très repris, très commenté sur les réseaux. Pour choisir un camp, il faut quand même fouiller un petit peu plus loin, même si le camp de Juninho paraît plus puissant que le camp Rudy Garcia, sur Twitter notamment. Rudy Garcia préférait savoir
si Juninho regardait ses conférences de presse. Bim, je sentais que ma façon d'être avec les autres gênait Rudy Garcia parce qu'il est froid humainement. Boum, alors écrit noir sur blanc comme ça, en plus ça fait mal. Je n'ai pas laissé Garcia choisir ses joueurs car je choisis à moyen et long terme et il n'a pas l'habitude de ça, il a l'habitude d'user les gens. Boum, badaboum, ça continue. Bref, sans être méchant ou agressif, on nous dit que Juninho arrive à détruire l'entraîneur, le formateur, l'être humain et sans s'emporter, disent ceux qui défendent donc Juninho. Garcia, il a eu une attitude de mec jaloux, j'ai l'impression. On dit aussi ce supporter de Juninho, il a raison. Juninho est bien humainement, Garcia non. Alors chacun a choisi son camp finalement, mais tout le monde a compris que ça avait sorti la sulfateuse dans les deux camps. Je suis surpris, ça donne l'impression d'avoir été préparé, dit Juninho en parlant de l'interview d'hier de Rudy Garcia. Je savais qu'il allait faire quelque chose, ça fait partie de son caractère. Badaboum, ça continue. Le compte OL+ relaye donc à grandes enjambées tous les mots les plus forts de Juninho, commentés par les supporters à qui à sa cause. Là aussi, on lui dit in your face Rudy Garcia. Donc vous avez compris que le camp de Juninho est quand même plus fort. Mais le problème, c'est que Garcia a beaucoup plus prouvé comme coach que Juninho comme manager. Il y a quand même des défenseurs avec des arguments, des défenseurs de Juninho. En tout cas, en général, on nous dit aussi beaucoup de courage au prochain entraîneur de Lyon. Le comportement de Garcia, Aulas et Juninho est désastreux. J'ai l'impression d'être au milieu d'une cour de récré. C'est souvent le cas sur Twitter, mais là, c'est à l'Olympique Lyonnais. Bon, en tout cas, on risque d'en parler pendant quelques temps dans cette émission de l'ambiance à l'Olympique Lyonnais. Dans un instant, des images exclusives. Et oui, les Bleus étaient à VTT. Et on a été tout vous montrer. Ça sera dans un instant. C'était dans les tuyaux. Damien Da Silva, c'est désormais officiel. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais étaient en fin de contrat avec le Stade Rennais. Il s'est engagé pour 2 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023. Eh bien, on va écouter Juninho sur Damien Da Silva. C'était chez nos confrères d'OL TV il y a quelques instants sur ce choix de cette recrue. Damien Da Silva, je suis très content. Ça sera officiel. C'est officiel. Donc ça, c'était pensé aussi l'arrivée de Damien parce que à part son état d'esprit, son caractère, son envie de gagner, il est capable aussi, c'était le capitaine de Rennes, il est capable aussi de nous aider à former ces joueurs-là. Donc, il ne nous apporte pas l'égoïsme. On a un effectif égoïste aussi. Bien sûr. Dominique, est-ce que c'est une bonne première recrue Excellente. Pour Lyon? Il est libre en même temps. Excellente. Ça va tout changer. Non, mais je vous ai vu un peu circonspect. C'est le 4e défenseur. Quoi. Donc, oui. Voilà, il en faut bien. Au bain. Bon, mais c'est bien, on est ravis, mais bon, on va pas se... T'en as d'autres comme ça, non? J'ai d'autres infos mercato. Mais sérieuse. Hein? C'est sérieux, c'est officiel. Mais enfin, je veux dire plus croustillant. Oui, écoutez, on fait ce qu'on peut avec l'actu. Tiens, là on a une énorme info. La décision du jour. Oui, alors c'est peut-être la fin du feuilleton. Lionel Messi en Espagne. Confidentiel révèle que la direction du Barça a trouvé les arguments pour convaincre Messi de prolonger son contrat. Un contrat de 2 ans supplémentaires. L'annonce de la bonne nouvelle pourrait intervenir rapidement. On parle de samedi. On rappelle que la saison passée, Messi avait annoncé vouloir partir. Donc voilà, Messi devrait rester 2 saisons de plus à Barcelone. C'est ça les arguments sportifs. Sonnant et évidemment, évidemment, les arguments. Non, mais peut-être que peut-être qu'il lui a dit, on parlait de Xavi tout à l'heure. C'est certain. Voilà, on va prendre 2-3 joueurs qui arrivent. Voilà. Lui, Messi, il voulait le départ de l'ancien président. Laporta est arrivé, il ramène Xavi. Voilà, c'est dans la continuité, tout s'emboîte et Messi va rester. Donc c'est l'histoire. Il voulait Agüero a signé, voilà, tout va bien. Pour le coup, quand on voit qu'Mbappé à Paris voulait des joueurs et peut-être même des proches, là, pour le coup, s'il y a Xavi, effectivement Agüero qui viennent, c'est convaincant. Depay, c'est plus compliqué peut-être. Oui, mais il a d'autres grands clubs. Oui, c'est vrai. Évidemment. Les pistes du jour, tiens. Au Paris Saint-Germain, au poste de latéral droit, c'est l'une des priorités de ce recrutement pour le PSG. Tout d'abord, Bild révèle que Paris suit de près Nordi Mukiele, le défenseur de Leipzig, mais les Allemands voudraient 30 millions d'euros pour le latéral français. Alors une autre piste pour le Paris Saint-Germain, c'est Achraf Hakimi. Selon la Gazzetta dello Sport, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, l'Inter veut beaucoup vendre cet été et donc Paris pourrait en profiter pour récupérer Hakimi. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous, Benoît? Moi, j'aime bien Mukiele. Mukiele parce qu'il a fait une énorme saison du côté de Leipzig. Et Hakimi, qui est un super joueur. Mais Hakimi, il est meilleur dans une défense à 3. À Dortmund, à l'Inter, quand il était dans une défense à 3, il était beaucoup mieux que sur une défense à 4. Donc, ouais, moi, j'aimerais le petit Mukiele parce qu'il a démontré beaucoup de choses et je pense qu'il est aux portes de l'équipe de France. Oui.
On va passer à la révolution du jour. À l'OM, prêt à tout changer, à tout révolutionner, à profondément changer son équipe. Ce sont les informations de la Provence. Il cherche à tous les postes. Voilà, alors il faut composer les départs sur toutes les lignes. Marseille donc se prépare à accueillir de nombreux joueurs. Pablo Longoria et ses équipes sont à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines pour construire un effectif qui répondrait aux exigences de Jorge Sampaoli. Est-ce qu'on peut avoir un effectif Ligue des Champions à l'OM la saison prochaine, Grégory ? Moi, je sais pas quoi vous dire sur ça, parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'argent. Et là, il va falloir 11 recrues. Alors, ils ont réussi à se séparer de quelques gros salaires. Il y en a quelques-uns. Payet va rester, c'est quand même quelqu'un qui coûte très cher. Mandanda, il va falloir, donc il veut un gardien pour faire concurrence. Tout à l'heure, il y avait un tweet très drôle, j'imagine que Thibaut l'avait retrouvé. Il y avait recrue. Je sais pas qui est ce recrue, mais en tout cas, il est très efficace. Et c'est vrai que c'est un peu troublant ce manque-là, ou alors Sampaoli a pas aimé ce qu'il a vu, ce qu'il a eu sous la main pour obtenir cette 5e place. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Ah bah, justement, concernant. Oui. Notez juste que les Marseillais aujourd'hui fêtent les 28 ans du titre de 93. Oui. Donc sur les réseaux, on a parlé avec le hashtag à jamais les premiers. Bien et sûr. cette banderole ici, vous voyez devant l'Orange Vélodrome. La proposition du jour. Faite par Montpellier à Valère Germain. Je vous rappelle, Germain ne sera pas retenu justement à l'Olympique de Marseille. Il plaît à Montpellier selon les informations de la Provence. Montpellier aurait déjà offert un contrat à Valère Germain qui avait déjà fait part pourtant de sa volonté de connaître une expérience à l'étranger. Mais Montpellier est sur le coup. Bah, c'est bien quand même pour Valère Germain. Très bien qu'il retrouve un club, Valère. Je suis tout à fait ravi. Mais vraiment, bien sûr, mais non, mais c'est ce qu'on est en train de dire, quoi. Là, Montpellier, c'est quand même un beau point de chute, quoi. Oui, mais Valère Germain, il a des états de service en Ligue 1 qui sont tout à fait honorables. Il est quand même champion de France. Exactement. Et il est libre. Et du coup, c'est un joueur pour compléter un effectif. Je pense qu'il va y avoir pas mal de candidats. L'officialisation du jour. Le Racing Club de Lens qui a levé l'option d'achat pour Gaël Kakuta, l'international congolais auteur de 11 buts en Ligue 1 cette saison, était prêté jusque-là par Amiens. Il est maintenant lié avec les 100 heures jusqu'en 2023. Je vous rappelle que le Racing, c'était le club formateur de Kakuta, même s'il n'avait pas joué en équipe première avant de partir jeune à Chelsea. Et ça, c'est un beau coup du Racing Club de Lens. Oui, c'est cohérent. Il a fait une superbe saison, comme le club d'ailleurs. L'entraîneur, il y avait une vraie tactique du côté de Lens, des vrais choix de jeu. Et voilà, ils ont essayé de tenir jusqu'au bout. Mais voilà, avec un Kakuta, avec d'autres joueurs autour qui ont explosé. Je pense notamment au milieu de terrain, je me souviens plus de son nom. Fofana qui a fait une saison aussi incroyable. Donc non, c'est cohérent de la part de Lens. Et alors justement, Seko Fofana, il est très convoité sur ce marché. Il y aurait Marseille, l'Atalanta Bergame et l'AC Milan qui seraient sur le coup. Et c'est assez normal. Vous choisissez entre le rebond et le rapprochement, Raphaël ? Le rebond, pour parler d'Olivier Giroud, je sais que ça va vous faire plaisir, qui pourrait filer à l'AC Milan. On en avait déjà un petit peu parlé. Il est en fin de contrat avec Chelsea. Eh bien, selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants donc surveillent sa situation. Il serait emballé, alors selon la Gazzetta, pour le projet lombard. L'AC Milan, je vous le rappelle, est qualifié pour la Ligue des Champions. Et puis il y a l'AS Rome aussi qui pourrait pointer le bout de son nez. Peut-être j'y plais à José Mourinho. Allez, on a encore quelques secondes pour le rapprochement du jour, c'est important. Entre les dirigeants du Real Madrid et les agents de Jules Koundé, c'est selon nos confrères de Foot Mercato. Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé. Je vous le rappelle, Varane pourrait partir et le Real donc cherche à se renforcer en défense centrale. Koundé a réalisé une grande saison à Séville. Il a une clause à Séville de 90 millions d'euros. Ils vont tenter peut-être de faire réduire un petit peu le prix, les Madrilènes. 90 millions, c'est peut-être un peu cher, mais c'est vrai que voilà, ce serait... un prospect de cet âge-là qui a déjà atteint ce niveau, qui est en équipe de France. Ouais, peut-être 70, mais oui, ça me choque pas. Est-ce qu'on attend une dernière info ? Je sais pas. C'est bizarre, on me dit rien. Attendez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'émission derrière nous. Le chèque du jour. Oui, Ibrahima Konaté, je vous rappelle qu'il joue à Leipzig. Eh bien, Liverpool est prêt à faire un chèque de 40 millions d'euros, soit 40 millions de livres, soit 46 millions d'euros. Voilà le montant de sa clause libératoire. Il serait la première grosse recrue des Reds. Voilà, c'était la dernière info, mais finalement, on a eu le temps d'en faire plein. Bravo, Raphaël, pour cette rapidité. Le reste, on fait demain. Évidemment, demain, avec Grégory Hacher, qui sera à cette même place. Avec une veste, comme ça, vous... Non, mais vous n'allez pas me présenter comme ça. Vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'allez pas me faire honte, non ? Je vous fais jamais honte. Non, vous ne faites jamais honte, mais là... Non, vous allez vous habiller bien, vous faites un truc... Un hommage à Chris Cross. Vous faites un truc un peu classe. Je vous regarderai, évidemment. Tout de suite, l'équipe du soir. Pierre Niguet, bien sûr, et toute sa bande. Non, c'est Karine Galli. Ça change tout le temps. Karine Galli, ce soir, à la tête de l'équipe du soir. Grégory Hacher, demain, à la tête de l'équipe des 7. Passez tous une excellente soirée sur la chaîne L'équipe. À bientôt.